Voilà, 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 je suis là. Ok, et nous continuons. Nous continuons. Voilà. Alors ça, ce schéma, ne t'enfouis pas tout de suite. Ne t'enfouis pas au Brésil si tu vois ça. C'est juste un schéma. C'est quand on regarde vraiment dans le détail. Si on veut comprendre. Donc, en fait, c'est un schéma, hein, c'est un plan, comme un plan du métro. Voilà, c'est tout. Tu vois, le son, il arrive ici. Et en fait, il y a une donnée qui est très importante, c'est l'osmolalité. Donc s'il y a l'osmose, il y a une mesure qui mesure la concentration d'ions qui s'appelle l'osmolalité. Et là, c'est 300, 300, 300. Alors ça diffuse simplement, il n'y a pas de différence. Simplement de la diffusion. Mais après, 500, 700, 900, 1200. C'est-à-dire on est dans un environnement de plus en plus hypertonique. On mesure la concentration en ions dans le liquide interstitiel, tu vois, qui entoure le tube de Malpighi. Alors ça va se passer que le sang, le plasma qui arrive ici, à cause de la différence d'osmolalité, il va ressortir directement ici, il va se faire réabsorber. Donc tout ce que tu perds ici, tu vas le récupérer de plus en plus. Plus tu descends dans le tube, plus cette concentration d'ions est importante, et donc ça va reprendre, récupérer le plasma que tu as perdu ici. Du coup, t'as beau pisser t'as beau sortir 180 litres de sang de ton corps chaque jour, on récupère pratiquement tout, sauf la pisse, l'urine, pardon. C'est pratique et c'est gratuit. C'est simplement parce qu'on maintient cette différence ce différentiel dans le tube de Malpighi. Donc dans ces fameux tubes de Malpighi qu'on voit ici, voilà, dans le rein, là, on a une grande différence de salinité ici. C'est de plus en plus hypertonique. Donc tu perds ici et tu récupères ici. Tu récupères quand ça descend, tu récupères quand ça remonte, tu récupères encore ici. Et puis tu ressors avec ta petite goutte de pipi comme ça. Ping. Tu vois? C'est pratique. Donc, et ça coûte pas de l'énergie. C'est ça qui est bien. Faut juste maintenir ce gradient. Un gradient, ça veut dire un différentiel, une différence, ok? Oui, je l'ai lancé le recording, oui. Je vérifie, hein. Parce que là, c'est vrai que c'est une matière un peu compliquée et qu'il va falloir s'y reprendre plusieurs fois. Alors, retournons à ce schéma. Donc, tu vois, là, ça glisse, c'est au même niveau d'osmolalité. Il y a 300 dans le sang, 300 dans le tube. C'est la même chose, tu vois, autour du tube. Donc, 300, 300, ça glisse tout seul. Et puis, déjà, ici, et là, ça coûte de l'énergie pour récupérer les drogues, pour éliminer les drogues, pour éliminer les drogues, tout ce qui est les molécules qui sont exogènes, qui sont dans les médicaments. Tu vois, quand quelqu'un mange beaucoup de médicaments, il est très fatigué. Pourquoi il est très fatigué? Parce qu'il élimine les drogues, le H+ excédentaire, l'ammoniac qui resterait, la créatinine. Ça coûte de l'ATP. Il faut payer. Donc, si tu prends les médicaments, paye pour acheter tes médicaments et ensuite tu vas payer pour les éliminer. Et c'est cher. Donc, plus quelqu'un prend est sous médicament, plus il va faire travailler ses reins pour de l'argent. Il va devoir payer de l'argent, mais de l'ATP, quoi.
L'adénosine triphosphate, hein. Mais le reste, le glucose, oui, la fameux ATP, l'ATP, le fameux ATP ici. Tu sais, celui qu'on a déjà vu plein de fois. Non, non. Ah non, 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 non. Je te remets le truc. Je ferme ça. On revient à la cellule. On l'a vu beaucoup de fois, hein. C'est ATP. ATP. ATP ici. Alors, là. Tu te souviens, cette molécule-là, hein, celle qu'on fabrique dans les mitochondries et à l'énergie, tu vois, l'adénosine triphosphate. Ça, c'est la molécule d'énergie, hein. Or, on la dépense énormément pour éliminer les médicaments et les restes et les toxines qui sont en relation avec les médicaments au niveau des reins. Mhm. On l'a vu beaucoup de fois, on l'a vu dans les mitochondries avec la TPase, comment on la fabrique avec le cycle de Krebs. Si on peut revenir ça, on peut repasser en revue, hein. Alors, donc, ici, ça coûte. Mais le reste, c'est gratuit. Par exemple, les petites protéines, elles sont récupérées ici. Le glucose est à 100% récupéré directement dans la partie proximale. Donc, il y a ta proximité ici. On récupère tout le sucre, tout le glucose. C'est pratique parce que on en a besoin du glucose, hein, pour faire le cycle de Krebs. Le sodium, on récupère 65%. L'eau, on récupère 65%. Le carbonate, on récupère 90%. On récupère le magnésium, on sait pas combien. On récupère le potassium, 60%. On récupère le chlore, entre 50 et 60%. Et on récupère 60% du calcium et 80% du phosphate. Donc là, déjà rien dans la première partie, on récupère une bonne partie, quoi. À cause du fait que on passe de 300, 500, 700 d'osmolalité. Ça fond comme une éponge, tu vois. Tu, c'est comme si tu avais de l'eau qui circule et puis tout d'un coup une éponge qui a besoin d'eau. Elle suce tout, quoi. Tu vois? Elle absorbe tout. Et elle absorbe tout ça. Mais il reste encore pas mal, hein, il reste encore 15% d'eau. euh, Tu vois, il reste encore pas mal de potassium, de sodium, de chlore, de magnésium, de calcium, qui vont être, plus on descend ici dans le tube, plus c'est hypertonique, plus on va perdre d'eau, plus on récupère encore du calcium, du magnésium, du chlore, etc. Et puis maintenant, on va remonter. C'est ça, c'est comme un oui, on pourrait comparer à un tube de machine à laver. Effectivement. Voilà, voilà. Là, plus on descend, plus l'osmolarité, l'hypertonicité est grande et plus tu vas perdre tes trucs. Et puis en fait, comme tu perds tes trucs, ben, en remontant, tu perds encore. Parce que tu as perdu des trucs. C'est de toute façon hyper hypotonique. Donc tu perds encore des trucs. Ici, il y a des pompes spécifiques à sodium, à potassium, à chlore, etc. Donc on perd encore, on récupère encore du magnésium pour arriver dans la partie qu'on appelle distale. Et en fait, quand on arrive dans la partie distale, tous les échanges passifs sont effectués et on va être dans la partie où on règle, tu vois, le fine tuning. C'est la partie qui est intéressante en fait. Ici, on a perdu le liquide, on l'a récupéré comme avec une éponge. On a un peu payé pour les médicaments et les trucs comme ça, mais on a en gros récupéré la plupart. Il reste encore 20% d'eau, 10% de potassium, 10% de calcium, euh, du chlore, encore deux, trois petits trucs qui restent. Et ça va être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que, dépendant des conditions dans lesquelles se trouve le sang, dépendant des conditions dans lesquelles se trouve l'organisme en général, les conditions physiologiques, on va régler.
Est-ce qu'on est en vasodilatation? Est-ce qu'il faut faire de la vasoconstriction? Est-ce qu'on a soif? Hein, il faut faire quoi là? Est-ce qu'on a trop de potassium, pas assez de calcium? Est-ce que, est-ce qu'on est trop acide? Hmm? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'hémoglobine dans le sang? Là, on va régler les petits trucs, les fins réglages. Donc, je reprends une autre image pour bien résumer tout ça et je reviens ici après. Donc, c'était cette image-là qui était bien. Tu vois. Donc, là, je perds tout. J'ai joué au casino, j'ai filé tout mon sang et même plus. Et, et, et là, tout d'un coup, hop, j'ai la baraka. Je réabsorbe, je regagne ma mise, tu vois. Parce qu'on descend. Là, on récupère le maximum, on récupère la plupart des trucs, tout le glucose, toutes les protéines, voilà, on absorbe plein de trucs. Et puis là, en descendant, on va encore réabsorber. Là, on va encore réabsorber, mais avec des pompes spécifiques. Et une fois qu'on arrive ici, il reste encore 20% d'eau, 15% de sodium, 10% de calcium, c'est important, hein, et de l'acidité peut-être à régler. Donc là, on va faire les fins réglages. Tu vois? Et les fins réglages, c'est hyper important parce que c'est là que ça se joue, en fait, hein. Est-ce qu'il va y avoir des hormones qui vont jouer? Est-ce que on va avoir des pompes spécifiques? On va dépenser de l'énergie éventuellement pour faire les choses comme il faut? C'est là que les reins ils jouent tout leur rôle vraiment dans le détail, quoi. Et donc, c'est là qu'on va arriver, ici. D'abord, on va pouvoir, mais ça va coûter de l'ATP, hein, ça va dépenser de l'ATP pour pouvoir faire sortir du sodium, faire sortir le sodium et le chlore qui sera en trop, en fonction de ce qui reste. Mais déjà, ici, on a l'hormone parathyroïde. Donc là, non, ici, hein, au niveau de la gorge, on a la thyroïde, dans laquelle il y a aussi les glandes parathyroïdes, et qui vont s'occuper de gérer, on verra ça en endocrinologie, mais si par exemple t'as pas assez de calcium dans le sang, faut récupérer le calcium, tu vois? Donc si t'as pas assez de calcium, eh ben, tu vas demander, la parathyroïde va envoyer une hormone qu'on appelle l'hormone parathyroïde, qui agit sur une protéine G, cette fameuse protéine G. Tu arrives ici, tu déclenches la protéine G qui va déclencher une réaction intracellulaire avec une protéine kinase qui va faire remonter, qui va activer une pompe, qui va repomper du calcium. Et filez-moi un peu de calcium ici, j'en ai besoin. Hein, et donc c'est hyper intéressant parce que et le calcium qui va sortir ici, je ferai en échange de sodium. Donc comme ça, on garde je suis rentré en sodium, je suis rentré en H+. Ça me coûte de l'ATP, je m'en fous, mais comme ça, je peux faire sortir mon calcium. Et puis ici, j'ai associé à cette pompe, comme je fais sortir du Ca++, ben, je peux aussi m'arranger pour faire sortir du chlore. Comme ça s'équilibre. Et c'est un processus qui implique plusieurs cellules du tube de Malpighi. Bon, donc déjà, on a cette première chose. Là, euh, si on est en hypocalcémie, donc on n'a pas assez de calcium, hypocalcémie, eh bien, l'hormone parathyroïde va rentrer en jeu et on va faire sortir, repomper du calcium. Oui, d'accord, d'accord. Je vais faire un petit saut. Ouais, je vais faire un petit saut ici, parce que c'est vrai que c'est lié au système endocrinien. Alors, je vais me faire permettre d'aller dans le système endocrinien. Et puis, on va aller voir la thyroïde. Voilà, thyroïde, parathyroïde. On verra ça plus tard, donc on y reviendra ici. Mais effectivement, lorsque tu es
en hypocalcémie, donc t'as pas assez de calcium, ben ton- ça va activer les cellules parathyroïdiennes dans ta thyroïde, c'est l'hormone parathyroïde qui va être libérée dans le sang. Ce sera hypocalcémie, hein. Et quand tu as trop de calcium, c'est hypercalcémie. Hypo, hyper. Voilà. Et, voilà. Et en fait, regarde. Donc là, quand t'as pas assez de calcium, boulou, ça va agir sur directement, ça va agir sur les reins. Là, c'est quand t'es en hypercalcémie, eh bien, il y aura d'autres cellules qui vont sécréter la calcitonine qui va agir différemment que l'hormone parathyroïde. Donc la parathyroïde hormone agit sur le rein. Là, on l'a vu. Ouais, il faut faire des sauts comme ça. C'est la biologie, tu fais toujours des sauts. Donc on a le premier truc ici, hein. C'est qu'on est en hypocalcémie, pas assez de calcium, parathyroïde hormone. Elle agit sur une protéine G, la fameuse protéine G qu'on a vue dans la partie je fais de nouveau un saut, comme ça te renforce. Je fais de nouveau un saut dans la cellule. Protéine G. Ouais, non, ça va pas être. On va le faire comme ça, je vais faire. Là que ça se passe, c'est ici, les fameuses protéines G. Voilà. Donc ça arrive sur une protéine qui va activer ce complexe-là. C'est la protéine G, la fameuse protéine G, ici, qu'on a vu ici, qu'on avait aussi vu ici. C'est dans la surface, la communication entre les cellules. C'est celle qui va, tu vois, il y a du calcium ici, l'hormone parathyroïde, elle va agir ici. Bam. Elle va agir ici, puis ça va déclencher une réaction. Voilà. C'est ce qu'on voit. Voilà. Oui, parce que c'est la protéine qui se trouve dans la membrane. Et donc c'est là. Hop, hop. On est ici. C'est la fameuse protéine G qui déclenche une série de réactions en chaîne qui vont finir par activer une pompe à calcium qui récupère le calcium qui est dans le tube de Malpighi pour le faire rentrer dans le flux sanguin. Et cela se fait, occasionne aussi un échange avec un proton, avec du sodium ici, puis on va équilibrer tout ça, ça va coûter de l'énergie. Bon, ok. Deuxième chose. Ah, j'ai trop. Non, il y a la glande surrénale. Encore une autre glande. Il se trouve au-dessus du rein. On va voir la glande surrénale. Hop. C'est le fameux chapeau qu'il y a ici, tu vois. Là. Tu vois la glande surrénale ici. Tu vois. Eh ben, les glandes surrénales, elles font plein de trucs. Mais une des choses qu'elles font, voilà, surrénale. Surrénale. Là, elle fait plein de trucs à la glande surrénale. Produit le cortisol notamment. L'aldostérone, voilà. Ah, l'aldostérone ici. L'aldostérone est produite par la surrénale. Voilà.
tu vois. C'est en fait, on avait déjà parlé de ça, de le foie, l'angiotensinogène, angiotensine 1, angiotensine 2. On sait que ça intervient au cœur des mécanismes vasodilatation, vasoconstriction. Et on sait que l'angiotensine 2 provoque, euh, déclenche la production d'aldostérone. Et l'aldostérone, c'est parce qu'on a, si on est, voilà, on fait de la contraction, vasoconstriction, on a besoin plus d'eau. On a besoin d'éliminer d'eau. Si en fonction du volume sanguin, hein, si le volume sanguin est trop petit, on va avoir besoin d'eau. Donc il y a des palpeurs de volume sanguin. Si le volume sanguin est trop faible, on va demander de récupérer plus d'eau. Pour récupérer plus d'eau, on va envoyer le cortex va envoyer l'aldostérone, et l'aldostérone va demander de retenir, de réabsorber de l'eau. On veut plus, on veut garder l'eau. On veut pas pisser toute cette eau. Par exemple, il fait chaud, je transpire beaucoup et, euh, et j'ai besoin de garder mon sang. Eh bien, c'est l'aldostérone qui va être sécrété par la surrénale qui va, ici, jouer sur, voilà, je me retrouve, hein, genre, ici, voilà. L'aldostérone est envoyé, et qu'est-ce que ça fait? Ça va, comme la membrane cellulaire, elle est imperméable à l'eau. Donc, il va falloir, euh, donner une instruction génétique, hein, cet aldostérone va directement provoquer la transcription de gènes pour faire de l'aquaporine 2. Et l'aquaporine 2, elle laisse passer l'eau. C'est une protéine qui va laisser rentrer l'eau. Donc ça va laisser rentrer de l'eau et on va avoir plus d'eau dans le sang. Et donc on va augmenter euh, le volume sanguin et donc la pression sanguine. Et donc ça, c'est un mécanisme qui est assez complexe, hein, je reconnais, mais dans lequel intervient aussi, cette régulation fine pour récupérer de l'eau ou pas. Voilà. Et puis en fait, on a encore une chose, quand on a soif, ah, ah, là, c'est, l'hypothalamus, l'hypophyse, et c'est encore une autre, hormone. Donc ça, on va retourner dans les hormones. Je reconnais que c'est difficile, hein, ce qu'on fait parce que on fait des allées-venues avec, l'endocrinien, mais on a ici un truc qui s'appelle ADH. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai un truc qui me gratte comme ça, c'est bizarre. On va aller voir ce que c'est. Et c'est pas du tout, c'est comme une allergie aussi. Alors ça, c'est dans, ah, l'ADH, c'est encore dans la voliométrie. On en parlera aussi, c'est la soif. Donc ici, tu as le fameux, dans le cerveau, tu vois, dans le système limbique du cerveau, on a l'hypothalamus qui se trouve là. Et l'hypothalamus, il va sécréter, de l'ADH. Bon, c'est le siège de la soif. Si tu as soif, donc par exemple, t'as pas assez de volume sanguin, bah, ça va déclencher la soif. Pas seulement parce que tu vois une pub pour Coca-Cola, mais parce que vraiment t'as soif, quoi. C'est physiologiquement soif. Et donc ici, tu vas balancer une hormone, et cette hormone, elle va aller jusque dans les reins,
Enfin, jusque dans le système circulatoire, elle va atteindre des cibles au niveau des reins. Et là, elle va, elle va dire, j'ai soif, j'ai soif. Et, et oui, et elle va dire, j'ai soif. Et donc, fais-moi encore de l'aquaporine 2, s'il te plaît. Et donc, encore plus d'aquaporine 2. Et l'aquaporine, c'est une... D'ailleurs, on peut même, faisons-nous plaisir, euh, on peut même aller directement, on se souvient qu'on a fait dans la cellule, hmm. Il faut faire les allers-retours, il faut se les offrir. C'est pas du tout une perte de temps, c'est vraiment un cadeau de pouvoir faire ça. Hein, on sait qu'on avait protéines, data, bang. Ah, on va aller voir, parce qu'on est curieux. Hein, on veut tout comprendre. Alors on va aller sur la... On est très curieux. On a une curiosité qui est absolument intarissable. On va aller voir parce qu'on veut comprendre, on veut voir. Oui, mais elle est où cette protéine? Elle ressemble à quoi? Quelle tête elle a? Alors je vais regarder l'aquaporine. Et c'est l'aquaporine 2. Voilà. Montre-moi l'aquaporine. Et voilà. Regarde ça. Et ça, c'est formidable. On va pouvoir voir la tête qu'elle a. Tu vois, c'est une protéine qui va traverser la membrane. Elle est composée de hélice alpha, comme ça il y a plusieurs unités, et l'eau va passer ici, parce que sinon la membrane elle laisse pas passer l'eau, tu vois. Et quand tu as soif, eh ben tu fabriques ça. Quand tu as soif, ton, ton hypothalamus va dire oh j'ai soif. Fais-moi de l'ADH. L'ADH elle va arriver dans le sang, elle va toucher tes reins, j'ai soif. Et alors il va dire que fais-je? Et il va aller ici, dans le système excréteur. Il va dire, mais pas de problème, mon ami. Mon ami, il n'y a pas de problème. C'est simple. Je vais faire de l'aquaporine 2 et tout le problème sera réglé. Tu vas pouvoir boire jusqu'à satiété. Tu vois ça? C'est pratique quand même. Et ça permet aussi de gérer ça permet aussi de gérer le potassium, hein. On va faire descendre le sodium, monter le potassium, euh, des tas de choses comme ça. Mhm. Mais c'est pas tout. Il y a l'acidité. On sait que l'acidité, c'est très petit, très très petit. C'est juste quelques petits protons égarés qui font qu'on va descendre à un pH trop bas ou à un pH trop haut, et monter à un pH trop haut, donc on est trop alcalin. Parce que par exemple, voilà, t'es végétalien, t'as mangé que des épinards et que des légumes. Alors à un certain moment, ton sang il est devenu trop alcalin. Du coup, là, il faut faire descendre le pH. Hmm. Donc, eh bien, si le pH est trop bas, si le pH est trop, voilà, si le pH est trop haut, c'est ici, eh bien, il faut faire descendre le pH, donc on a besoin de plus. On va faire sortir du carbonate, ici, on va l'échanger contre du chlore, échange de prisonniers, assez d'actualité, et on va prendre du H, file-moi du H. Et voilà, et ici, eh ben, on va faire descendre le pH. Donc le type a mangé trop de légumes, son sang est trop alcalin, mais grâce à ses reins, on récupère la situation, on fait sortir du H. Par contre, si le type il a mangé trop de viande, il mange que de la viande et puis et son sang est un peu plus acide, il faut faire descendre le pH. Ouais, alors on va faire sortir les protons qu'on va échanger contre du potassium. Et puis, tout ça, c'est en fait, il y a tout un métabolisme de HCO3, tu vois, le CO2, HCO3, ta. Parce qu'il y a un truc très important, on va revenir là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre ça. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe entre les poumons et les reins.
Dans les poumons, les reins, tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Les reins, ils jouent avec l'eau, le poumon, il joue avec l'air. Mais, comme tu le vois, normalement, le CO2, on l'expire avec nos poumons. Mais, vu qu'il y a l'histoire d'acidité, on peut aussi le faire sortir ici, en douce, en catimini, par les, par les reins, au niveau des tubes distaux, les tubes de Malpighi. Donc, il va y avoir une espèce de dialogue, de, de lien qui s'établit entre les poumons et les reins. Très intéressant, ça. Et parce qu'en fait, je crois qu'on avait vu en regardant les cellules à un certain moment, on avait vu un schéma que je vais essayer de te retrouver parce que c'est un schéma vraiment de base en fait. Il est quelque part, je vais le trouver. Je pense que c'est l'acidité. Le rein et les poumons et le poumon. On va voir ça tout de suite. C'est vraiment important. On va alors c'est pH. Je crois que c'est pH. Évidemment, je ferais mieux de bien documenter ça. Je crois que je l'avais vu en te montrant la molécule d'ATP. Il me semble que c'était pas loin de ça. J'avais vu ce truc-là quelque part. Donne-moi 2 minutes, 2 secondes pour me retrouver là-dedans. C'était ici quelque part par ici. Oui, 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 oui. Ah, euh, ça, non, c'est si tu manges plus de viande. Si tu as un régime carnivore, tu vas être légèrement plus acide parce que tu as beaucoup plus de protéines et que dans les protéines, c'est les groupements COOH dans les acides aminés qui vont faire que tu es plus acide. Il y en a un peu moins, il y en a moins dans les légumes. Et donc, on, c'est là que ça se joue en fait. C'est pas avec les graisses. Mais les graisses, ouais, mais les graisses qu'on mange, c'est un autre effet, c'est qu'effectivement, si tu manges de la viande en grande quantité et peut-être sans faire attention, ben tu vas arriver à un moment où les graisses risquent de provoquer de l'artériosclérose, c'est-à-dire de durcir les membranes de tes vaisseaux sanguins et de provoquer des artérioscléroses, hein. Mais je ne retrouve pas ce que je voulais faire et je suis très embêté parce que est-ce que c'était avec un... Il y avait un beau schéma, je suis un peu perdu. Avec 12 heures de train dans les pattes, je ne peux pas le retrouver si facilement, mais je vais le retrouver. Retournons à nos... Je me suis désolé, je m'en excuse, retournons à notre système excréteur. J'y retournerai à un certain moment. Donc on a ici la gestion de l'acidité qui est faite aussi au niveau des tubes distaux de Malpighi. Et puis finalement, l'ADH, elle agit aussi ici. Et là, tu as de nouveau de l'aquaporine, mais c'est pas de l'aquaporine 2, c'est l'aquaporine 1, qui sont organisées en vésicules, c'est-à-dire dans t'as des cellules qui produisent
qui génère, euh, qui enclenche la production de grandes quantités de, carrément de vésicules. Tu vois, t'as des vésicules. Sur ces vésicules, des aquaporines de type 1. Et quand ces aquaporines viennent fusionner avec la membrane, ça absorbe en grande quantité de l'eau. Et de nouveau, tu fais monter le volume sanguin. Donc ça, c'est la même, hein, c'est la DH qui a ces deux effets. Elle agit ici pour augmenter l'efficacité des aquaporines 2 et elle agit ici pour faire véritablement fusionner les vésicules qui sont pleines d'aquaporine 1 avec la membrane, avec pour effet une grande euh, récupération d'eau. Et finalement, l'urée, on la pisse pas tout. Donc il y a encore ici beaucoup d'urée. Et en fait, l'urée, on va la rebalancer ici. Et en fait, c'est très astucieux. Parce que ce qui crée le gradient d'osmolalité, le fait que c'est plus hypertonique ici, tu vois, c'est 300, 500, 700, 900, 1200 milliosmoles, c'est en fait la mesure de l'hypertonicité. C'est ça qui fait qu'on récupère mieux. Et en fait, la molécule qu'on utilise pour créer ce gradient, ce n'est rien d'autre que l'urée. Et donc, en fait, on récupère l'urée ici. Donc, c'est pour ça la moitié de l'urée qui est assimilée, on la pisse, et l'autre moitié, on l'utilise pour créer ce gradient d'osmolalité. C'est malin, hein, c'est très, très futé. Et en rebalançant de l'urée ici, tu maintiens ce différentiel très important ici. Il fait que tu gardes cette capacité de repomper tout ce que tu perds quand tu filtres le sang. Donc c'est une machine géniale, hein. La machine, c'est le rein, c'est vraiment mais formidable, hein, merveilleux, quoi. On n'a pas de mots pour qualifier tellement c'est extraordinaire, quoi. Donc tu balances tout, tu récupères la plupart des trucs grâce au fait que tu vas créer ce gradient avec l'urée, et puis plus ça descend, plus tu récupères des trucs. Là encore, tu récupères des trucs. Tu arrives ici. Ici, tu vas faire le fine-tuning et ça va dépendre des hormones ou de la situation physiologique. T'as pas assez de calcium, t'as trop de calcium, t'as pas assez d'eau, t'as trop d'eau, c'est trop acide, pas assez acide. Allez, t'inquiète. Et voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que quand on a fait que le premier rôle. Là, on a fait que le premier rôle. Ah ben voilà, il était là mon truc. Ok, on y reviendra plus tard. Il était là. C'est parce que le premier rôle, c'est donc l'équilibre hydroélectrique. Non, hydroélectrolytique, pardon. Hein, c'est le premier rôle du rein. Le rein régule l'équilibre hydrique en ajustant la quantité d'eau réabsorbée et excrétée dans l'urine. Il contrôle également l'équilibre des électrolytes tels que le sodium, le potassium, le calcium, le phosphate, en ajustant leur réabsorption euh, et ou leur excrétion dans l'urine. Premier rôle, c'est essentiellement ce qu'on a vu. Deuxième rôle, l'équilibre acido-basique. Et c'est là, en fait, ce que j'essaie de te dire, j'ai tout ici, bien expliqué. Voilà. Donc, en fait, les reins jouent un rôle crucial dans la vie. Non problème, tu vas, ça va rentrer. Ben oui, mais voilà, on regarde un peu plus dans le détail, c'est tout. Mais l'important, c'est de comprendre. C'est pas de retenir tous ces noms, tous ces trucs. Voilà. Oui, non, je sais, je m'en doute. Mais c'est pour ça que je suis là. Il y a pas le problème. Non, non, mais ça va rentrer petit à petit. Et donc, le deuxième rôle, c'est voilà, l'acidité. Ça se joue à quelques protons, hein, c'est vraiment minusculoïde, le différentiel de protons, de H+, qui sont libres. Donc, les reins jouent un rôle crucial dans la régulation du pH, fameux pH, la mesure de l'acidité sanguin.
en excrétant les ions hydrogène, donc les protons, dans l'urine, pour réduire l'acidité, ou en absorbant des bicarbonates pour atténuer l'acidité, contribuant ainsi à maintenir un équilibre acido-basique approprié dans l'organisme. Et c'est là le schéma que je voulais te montrer, parce que en fait, il était ici. Mais je pense qu'il est aussi dans la cellule à un autre endroit. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. C'est comment la cellule, elle fait pour gérer son acidité. Tu vois, c'est un petit peu plus acide à l'intérieur de la cellule, un petit peu plus basique à l'extérieur de la cellule. Il y a un petit peu plus mais ça se joue à quelques millionièmes de mol, hein. Donc là, on a un pH de 7,2, un pH de 7,4. On a une différence. C'est cette différence d'acidité qui fait ce qui nous intéresse, en fait. Et si on veut se débarrasser de protons, de H+, eh bien, on a cette réaction H2O, ça donne OH plus H+. On peut échanger le H+, contre un sodium avec une protéine de transport, d'échange, ici. Et de l'autre côté, on va se retrouver avec du OH-, qui lui va se mettre avec du CO2. Or, on doit aussi éliminer ça, CO2. Donc, on sort le CO2 sous forme de carbonate ici. Ah, vas-y que je te sors ça. Et là, je fais rentrer donc j'échange chaque fois le plus, hein, donc ça va avoir du Na et du Cl ici. On va avoir du sel qui rentre, on va faire sortir de l'acide ici. Ou on va faire sortir, ça va dépendre du fin réglage. Tu vois, c'est un fin réglage, hein. Eh bien, ce fin réglage, il se passe, entre autres, au niveau des reins. Hmm, de ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Voilà. C'est ce fin réglage, là, c'est le MAM, en fait. Voilà. Ici, voilà, CO2, HCO3, voilà, H+, le HCO3- qui rentre, le Cl- qui, et hop, tu libères le H+ qui sort ici. Hop, tu vois, c'est là-dessus que tu travailles. Ça nous rapproche d'une compréhension. Et alors, ici j'ai un deuxième schéma. Voilà, c'est l'équilibre acido-basique. Alors on réabsorbe le HCO3- filtré, hein, ça sera des ions basiques alcalins. 80 à 85% sont réabsorbés dans le tube contourné proximal, donc ce qui est à proximité, ici. 10 à 15% au niveau de la once de Henle. Et puis ce qui reste, hein, c'est vraiment ce qui reste, quoi. H+, HCO3-, H2CO3, tu peux régler cette équation-là pour faire sortir du H+, ou faire sortir du HCO3-, en fonction pour garder en fait ce bon pH. Et voilà, donc ça permet d'éliminer la charge acide dans le tube collecteur. Voilà. Et aussi, on avait aussi au tout début, on avait aussi, mais ça coûte de l'énergie. S'il y a trop de NH d'ammoniac, ben on peut le co-éliminer avec du H+ excédentaire. Mais en fait, tout nous ramène en fait ici à ce fameux tableau. Ça donne le voltage cellulaire, tu vois, ici. Si tu as beaucoup d'énergie, tu vas remonter par ici. Donc si tu vois, de tes fascias, si tu fais des mouvements musculaires, ça va propager l'électricité piézoélectrique tout le long des fascias, en suivant les systèmes primovasculaires. Et tout ça, ça forme les canaux de la médecine traditionnelle chinoise, jusque dans le moindre détail. Et
ça va faire monter, en fait, ici, ça va faire descendre le voltage. Tu vas passer de -20 à -50 millivolts. En fait, la fenêtre de santé, elle est ici, entre -25 et -50 millivolts. Ça, c'est la fenêtre de santé. Quand tu montes trop bas en millivolts, virus, virus, mycose, cancer, etc. Et quand tu montes trop haut en voltage, trop, quand tu descends, quand tu vas trop en acidité, pareil, ça va faire mal, tu vas avoir peu d'oxygène, tu vas faire de l'acide lactique, donc tu vas encore faire monter l'acidité et tu vas bactéries, infection, fongique, dommage de l'ADN, cancer, etc. Donc, tu vois, il y a une fenêtre de bonne santé ici, et c'est cette fenêtre qui est maintenue grâce à l'activité des reins, ici, donc pour le contrôle de l'acidité. Et puis, il y a ce fameux tandem entre les reins et les poumons. Ça, tandem, quoi. Ils forment un tandem. Parce que, regarde, au niveau du poumon, regarde, au niveau des reins, tu as H+ et HCO3 qui sont réglés ici. H2CO2, CO2 plus H2O. Donc, tu élimines le CO2 et l'eau ici, et ici, tu vas éliminer le HCO3. Et tout ça, donc le pH va dépendre d'une bonne coordination entre les poumons, qui éliminent le CO2 et le H2O, et les reins, qui éliminent le H+ et le HCO3-. Et donc le pH, c'est une fonction du rapport euh, HCO3- et la pression de CO2. Et donc, donc il y a une relation, et c'est très intéressant parce que si tu regardes la médecine traditionnelle chinoise, ben les reins, c'est des organes absolument essentiels, les poumons aussi, le foie aussi, et ils ont des relations entre eux avec tous des noms bizarres chinois. Que j'ai pas tout compris, je l'admets. J'essaie de me renseigner, mais ils parlent justement comme s'il y a des dialogues, des, des responsabilités partagées entre différents organes, quoi. Et là, on a clairement ici une relation entre les reins et le poumon. Je trouvais ça assez intéressant de le signaler. Voilà, donc le rein est l'organe assurant le bilan des ions H+, en permettant de régénérer les bicarbonates consommés. Donc une expression nette de H+. Et ça, donc, c'est les deux premiers rôles. Mais on n'a pas fini. Il y a encore un rôle d'épuration. Les reins sont responsables de l'épuration du sang en filtrant les déchets des métaboliques, les toxines, les médicaments et autres substances indésirables du sang en les éliminant sous la forme d'urine. Donc ça, c'est le rôle qu'on a vu ici. C'est pas seulement les médicaments, hein. Si par exemple, t'as le, t'as le gros Louis qui arrête pas de fumer des pétards ou de s'injecter des drogues ou de sniffer des trucs, ou le gros Manu, pardon, le petit Manu, qui sniffe tout le temps, de la coke entre autres, ben Manu, si ses reins fonctionnent à fond, quoi. Parce qu'il doit éliminer les restes de cocaïne qu'il sniffe tout le temps, avec son copain Vladimir. Ben oui, ça coûte de l'ATP. Donc ici, au niveau du tube distal, donc du tube proximal, donc qui se trouve à proximité ici du glomérule, eh bien, il y a des récepteurs qui vont pouvoir être captés, chourés. Tiens, là, on a des toxines absolument à éliminer qui nous viennent de produits de consommation de drogue illicite. Et donc, dans les reins du petit Manu, c'est le fou là qui. Oui, oui.
Ben oui, dans les médicaments, ben, quand tu as une partie, oui, bien sûr, évidemment, parce que dans les médicaments, tu as le principe actif, mais le principe actif, une fois qu'il a agi, ben, il y a tout le reste. Hein. Quand, si tu ouvres une pilule de médicaments, il y a plein de choses qui sont pas là, qui doivent être éliminées. Ils sont éliminés ici, et ça coûte beaucoup, donc c'est l'épuration. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on, oui, oui, il va travailler plus, et il va travailler, oui, oui, voilà, mhm, mhm, voilà, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, c'est la fonction d'épuration. Voilà. Et voilà, donc, et puis on a une fonction de régulation de la pression artérielle. La pression artérielle, donc, c'est ce que j'avais essayé de maladroitement t'expliquer tout à l'heure. Je vais essayer de peut-être mieux. euh, donc, les reins régulent la pression artérielle en ajustant le volume sanguin par réabsorption ou excrétion de l'eau dans l'urine. Oui, oui, oui. Il régule parce qu'il régule le volume sanguin. Donc, quand t'as plus d'eau quand tu as plus d'eau, ben, forcément, tu augmentes la pression artérielle. Parce que la pression artérielle ne dépend pas seulement de la vasoconstriction, hein, du fait qu'on a les cellules musculaires lisses qui sont autour des vaisseaux sanguins qui sont contractés, mais également, et bien sûr, du volume sanguin. Et c'est tout un système qui fait intervenir le foie, le rein. De nouveau, on voit des duets d'organes ici, le foie et le rein. Le foie produit l'angiotensinogène, le rein produit euh, la rénine qui va euh, gérer en fait l'hypotension, l'hypervolémie, l'hypoperfusion rénale. Ouais. Et ici, tu as la rénine qui va en fait permettre de transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et dès qu'on arrive à angiotensine 1, voilà, l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 sont, sont deux comme peuvent se convertir les unes dans l'autre. Et en fait, l'angiotensine 1 sera convertie en angiotensine 2 lorsqu'elle va rencontrer les récepteurs de l'angiotensine. Et c'est là que quand cette rencontre se fait, ça va provoquer la vasoconstriction des vaisseaux, la sécrétion de l'aldostérone, donc pour augmenter le volume sanguin, et la rétention euh, hydrosodée. Donc en fait ici c'est hyper important. Et quand pour en revenir à notre fameuse cochonnerie qui se trouve ici, attends, hein, le fameux truc ici, c'est tout à fait dans le sujet, hein, c'est pas du tout quand j'arrive ici et que j'arrive à l'enjeu. Une seconde. Francine, voilà, là, 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 là. C'est vraiment ici, tu vois, on a cette fameuse protéine spike qui est dans les vaccins. Oui, donc on fait, ben oui, parce que maintenant les gens, il y a 70% de la population mondiale qui s'est fait injecter avec des, ce qu'on appelait des vaccins, qui sont des injections qui contiennent des ARN messagers qui produisent des protéines qui forcent les cellules des personnes injectées à produire des protéines spike. Or, les protéines spike, qu'on voit ici, en fait, elles se lient à
elle se lie au récepteur de l'angiotensine 2. Donc, elles accaparent l'angiotensine 2 déjà, et aussi elles provoquent la production d'immunoglobulines anti-spike, qui sont en fait ressemblent beaucoup à les angiotensines 2. De ce fait-là, et ça, elles sont produites en grande quantité. De ce fait-là, eh bien, quand on est ici dans ce fameux équilibre angiotensinogène, le rein qui produit la rénine, qui elle transforme l'angiotensinogène en angiotensinogène 1. Celui-ci, lorsqu'il est en rencontre le ACE, eh bien, il va devenir angiotensinogène 2 qui va provoquer vasoconstriction et, euh, la, et la réabsorption d'eau par les reins. Mais si, à la place de rencontrer le ACE2, il rencontre l'anti-spike, qui ressemble à une ACE2, qui est donc une immunoglobuline produite largement par les anti-spike, ben ça va venir s'accrocher ici, ça va venir saturer les angiotensines 1, et donc provoquer l'angiotensine 2, qui va déclencher vasoconstriction, et, euh, et donc voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens qui sont faits, et ça représente 70% de la population mondiale qui s'est fait injecter, eh bien, ils sont dans un état d'hypertension permanent, qui est évidemment très propice aux maladies chroniques et à la mort. Et donc, c'est un truc pour faire mourir les gens. C'est bien trouvé, ça être trouvé. Et c'est quelque chose qui marche très bien, quoi, parce que plus tu maintiens les gens en permanence dans la vasoconstriction et en fort volume sanguin avec vasoconstriction, c'est la porte ouverte aux maladies chroniques. Hein, si tu rajoutes ça avec le fait qu'il y a une auto-immunité, du fait que nos propres cellules produites des cellules étrangères qui sont se faire détectées par les lymphocytes T, plus d'autres choses, ben c'est pas mal, c'est un bon tuyau. Et donc revenons au système excréteur. Donc on a ici, si on a vu donc ce système excréteur. Et donc voilà, excréteur. Ex, Attends, je vais te l'écrire comme ça tu vas pouvoir le retenir. Une seconde. Alors c'est ici, excréteur, le système excréteur. Par exemple, si tu détestes quelqu'un, tu vous exècre. Ça, c'est pas bien. Je vous exile. Cette personne-là, je l'exècre. C'est-à-dire, je l'exècre. Mais c'est aussi le système excréteur, enfin, au propre. Et donc, continuons. C'est pas fini. Si c'était fini, ce serait simple, mais non. Le rein produit aussi. Oui. Ah, tu veux me montrer quelque chose? Une seconde. Oui. Toute l'anatomie, tu veux dire. Ah, tous les systèmes, système excréteur, système circulatoire, système nerveux, système digestif, système immunitaire. C'est ça que tu veux dire? Bah écoute, on va voir, hein. Allez, prenons d'abord le système digestif, le système respiratoire, le système excréteur, système circulatoire, le système nerveux, le système ouais, le lymphatique, le système hormonal, le système écoute, je ne les ai pas comptés, mais oui, il doit y avoir une dizaine facile, 100.
Disons 10, je les ai pas comptés, je suis mauvais, donc il faudrait que je m'extrais des profondeurs du système excréteur pour pouvoir te répondre à cette question. C'est trop dedans, quoi. Mais ça doit être ça. Mais tu vois, regarde, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Le, mais je crois qu'on va encore vite faire vite ça. C'est que le système, les reins aussi, les reins produisent et libèrent l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production des globules rouges dans la moelle osseuse. Cette hormone est essentielle pour maintenir le taux de globules rouges dans le sang et assurer le transport efficace de l'oxygène dans tout le corps. Donc c'est pas fini. Non seulement le rein il faisait tout ce qu'on lui dit, mais il a pas fini de prendre en charge tout. Il s'occupe, c'est lui qui sécrète les PO. Par exemple, tu sais, les coureurs cyclistes, ils gagnent le Tour de France ou là, à certains moments, ils arrêtaient pas de se piquer, de se faire des piqûres d'EPO, érythropoïétine, parce que effectivement, ça provoque la sécrétion ça provoque la production de nouveaux globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Hein, on va faire le système reproducteur, système sexuel, système nerveux, système endocrinien. Donc, système excréteur, on a fait le lymphatique, on fait l'excrétor, on va faire génital, et on va faire endocrinien, et donc nerveux. On fait 5 en tout. Système. Super? Ok. Et puis, si jamais tu as besoin de questions, après, tu me dis, hein. L'érythropoïétine. Oui, oui, oui. Ah, alors, le tissu connectif, on l'a bien vu, parce que le tissu conjonctif, on l'a pas mal fait aussi. En fait, je le couvre aussi pas mal parce que comme il est très en relation avec la bioénergie, je me suis permis d'en couvrir une partie. Puisqu'on parle du collagène, des fascias, ça c'est le tissu connectif conjonctif, d'accord? C'est les fascias en fait. Le système primovasculaire, je l'ai aussi inclus, puisqu'il participe c'est lui aussi un système particulier, hein. C'est le système des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Euh, j'ai parlé énormément de l'immunité, puisqu'on a fait le système immunitaire. Système immunitaire c'est toutes les défenses de l'organisme, mais c'est aussi, on ne pouvait pas comprendre les infections épidémiologiques sans comprendre le système immunitaire, mais également comment comprendre le renouvellement cellulaire si on ne comprend pas que le système immunitaire est également responsable de tout ce qui est contrôle de qui fait quoi où et qui doit mourir quand. Et ça, c'est la police des cellules. Si tu fais une réaction au pollen, c'est parce que c'est ton système immunitaire qui, euh, qui fait une micro-réaction auto-immune. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce que tu fais maintenant, c'est que le pollen, il va développer des réactions anti-pollen, à la fois qui sont des réactions humorales avec des immunoglobulines produites par les lymphocytes B, mais également une réaction avec les lymphocytes T killer, TH, TK, les killers qui eux vont, vu que le pollen ressemble un peu d'être propre à des cellules de soie. Après, il y a un peu de cousinage, si tu veux. En fait, t'as laissé filtrer dans ta moelle osseuse des antipollens qui sont assez proches des anti-soie. Et donc, ça va attaquer des anti-soie. Et donc, ça provoque des micro-réactions inflammatoires de lutte contre des agents étrangers, mais en même temps contre le soie parce qu'on confond un peu. On s'est un peu trompé. Pas grave. C'est pour ça que c'est des allergies, quoi. Et c'est
confusion qui fait qu'on a des allergies. Et donc, l'EPO, lui, il est produit puisque le rein est en palpant, tiens, la pression de CO2 est trop élevée, donc j'ai pas assez de O2, donc je dois balancer de l'érythropoïétine parce que je voudrais plus d'oxygène. C'est pour ça, par exemple, si tu vas en montagne, tu vas marcher, tu vas monter le Kilimandjaro en Afrique à pied, et tu arrives au sommet, tu restes un petit peu. Quand tu vas descendre, tu auras beaucoup plus de globules rouges parce que tes reins auront palpé, il n'y a pas assez d'oxygène ici. Faut un peu activer la machine de production d'oxygène. Donc, on va balancer de l'érythropoïétine et puis ça va faire plus de, plus de sang. Hein. Donc, ça se passe comme ça. Donc, en fait, le rein détecte l'hypoxie, l'anémie. Hein. Il détecte qu'il n'y a pas assez d'oxygène ici. Et donc, il augmente la production d'EPO. L'EPO stimule les progéniteurs présents l'EPO stimule les progéniteurs présents dans la moelle osseuse et les amène à produire des nouveaux globules rouges. Bam. Du coup, on a plus de globules rouges. euh, et puis finalement, ben, le rein diminue la production d'EPO parce qu'il a détecté l'augmentation d'oxygène des tissus. Donc, c'est un cycle comme ça. Et voilà, donc ça. Et on va peut-être arrêter ici parce que il est déjà 11 heures et on va continuer demain. Ça va? Parce qu'on a encore et on va refaire une révision du système excrétor. Comme ça, on l'aura bien en main et puis ça va filer quoi. Voilà. Ça va? Excrétor.